Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. On est dans les Hauts-de-France, on va à Valenciennes, au centre hospitalier de Valenciennes. On va retrouver le docteur Elbeki, Nabil Elbeki, qui est médecin. Pour expliquer effectivement de votre spécialité, il y a une spécificité au centre hospitalier de Valenciennes, une spécificité managériale entre autres. Alors, en fait, on parle de délégation de gestion. Notre directeur d'établissement, c'est M. Jahan qui avait créé cette idée, hein, l'ancien directeur. Et notre nouveau directeur, M. Bourré, est aussi promoteur, il est venu aussi pour ça dans notre établissement, ont décidé de déléguer une bonne partie de finalement, leur pouvoir leur force administrative à des médecins, donc des responsables de pôle, pour finalement mettre en place leurs projets. Donc, on peut écrire nos projets polaires avec une équipe médicale et paramédicale, avec une cadre supérieur de santé et un cadre administratif de gestion qui sont au niveau donc du terrain, pour finalement avoir une forme de liberté sur les choix stratégiques. Alors forcément, il y a toujours quelques limites, hein. On doit aussi valider, on passe par les commissions stratégie, on a quand même beaucoup de temps de négociation avec le central, avec des moments plus simples et des moments plus difficiles, et puis des conséquences médico-économiques qui sont liées. Mais on est à peu près, a priori, le modèle le plus abouti en termes de délégation pour l'instant en France. Et on a pas mal de discussions avec d'autres hôpitaux qui font aussi des choses ou qui veulent aussi avoir ce modèle-là. Mais on a jusqu'à 75 000 euros de possibilités de décision sur des achats, par exemple, sans demander la signature de notre directeur. Donc, ça laisse quand même pas mal de marge sur les accès à des achats stratégiques. Et puis, on écrit nos projets, nos process, et on a une forme de liberté sur le style managérial qu'on peut adopter. Je présentais jeune médecin au centre hospitalier de Valenciennes, on parlait de la spécificité managériale. Alors, vous êtes chef du pôle d'anesthésie, réanimation, urgence, donc au centre hospitalier de... J'ai mis Vincennes, c'est marrant comme lapsus révélateur. Vous êtes également en charge de la gestion du pôle de rééducation. On vous a connu, pour les gens qui suivent les médias, comme l'inventeur, entre guillemets, des petites voitures qui emmènent les enfants au bloc opératoire afin de réduire les anxiolytiques. Alors, on n'abordera pas ce sujet des petites voitures, entre autres, même si ça fait partie du bien vivre à l'hôpital. Mais je voulais revenir, faire un point aujourd'hui, on est le 24 novembre, un point sur la situation de l'épidémie, savoir où vous en êtes aujourd'hui, comment vous avez vécu par exemple la première et la deuxième vague. Comment vous avez vu arriver cette première vague, Nabil ? Alors, effectivement, la première vague, on l'a vécu un petit peu, finalement, comme tout le monde, avec beaucoup d'appréhension avant son arrivée. Et j'ai envie de dire que, finalement, avec l'épidémie qui vient d'Italie et qui est passée par le sud de la France et l'Est, fait qu'on a eu le temps de nous préparer. Dans les Hauts-de-France, c'est arrivé un peu plus tard. Il y a eu la Picardie, il y a eu l'Est qui a beaucoup souffert, Paris aussi. Oui, d'ailleurs, vous vous souvenez, il y a d'ailleurs qu'un des noyaux, c'était du côté de Crépy-en-Valois, ou c'était Crépy-en-Valois. Donc, c'est un peu loin de Valenciennes. Oui. C'est vrai que c'était en Picardie. Ouais. Et quand on a vu ces premiers centres finalement d'atteinte, et dès l'Italie, on s'est mis tout de suite en ordre de marche pour préparer nos organisations. On a des témoignages qui viennent donc du sud de l'Europe qu'on a pris au sérieux tout de suite. On n'a pas, on s'est pas dit, ils sont pas compétents ou ils ont des problématiques de gestion. On a compris tout de suite que c'était des gens de qualité qui nous faisaient des retours d'expérience, des hôpitaux qui étaient des très bons hôpitaux en Italie. Et on s'est dit que s'ils avaient des problèmes, on aurait les mêmes problèmes. Ça nous a permis d'avoir finalement le temps nécessaire pour mettre en place nos structures. Et on a pu mettre en place des organisations, former quelques personnels. Et puis, on a eu l'aide du confinement. Et l'aide, parce que pour moi, j'appelle ça une aide, hein, le confinement, le plan blanc et la déprogrammation qui nous ont permis d'avoir finalement suffisamment de matériel logistique et humain
pour pouvoir préparer une réponse à la première vague. Et on a pu, finalement, à Valenciennes, faire face à une vague qui était quand même assez énorme pour notre région. On a été parmi les régions les plus touchées, en particulier dans le territoire où se trouve Valenciennes, qu'on appelle le Hainaut-Cambrésis. On a rempli toutes nos structures qu'on avait mis en place. À un moment, on avait donc 44 lits de réanimation et on a eu 44 patients pour ces lits de réanimation. On a vraiment été à la limite de nos capacités. On a eu très peur. Oui. Et on avait le backup du CHR de Lille pour les patients les plus lourds qui nécessitaient l'ECMO. Voilà, dès qu'on avait besoin de certains, pour des patients plus lourds, d'un coup de main du CHRU, on a eu ce coup de main du CHRU. Ça, c'était pour la première vague. Et alors, c'était long, c'était assez difficile, mais on était assez content de ce qu'on a fait. On a pu faire derrière un retour d'expérience, voir ce qui avait été, pas été. Et on a pu profiter de l'été pour essayer de voir un peu ce qu'on pouvait ajuster. On se doutait qu'on allait avoir une deuxième vague. Donc, elle était annoncée de toute façon. Donc, elle était annoncée. Alors, la question, c'est de savoir de quelle manière elle allait arriver et quel volume patient on allait avoir. Et pour tout vous dire, on espérait être moins atteint. On espérait aussi que nos collègues du CHRU de Lille ou d'Amiens puissent être suffisamment armés aussi pour nous aider tout de suite et faire moins que la première fois. Et en fait, il s'est avéré que ça se passait de la même façon. C'était différent pour plusieurs raisons. D'une part, parce que Lille a été touchée. La région lilloise, fortement, Roubaix-Tourcoing. Et donc, finalement, l'hôpital qui était pour nous un recours s'est trouvé touché très vite et très fort. Donc, ça nous a mis à Valenciennes en difficulté d'emblée, puisqu'ils ont expliqué d'emblée qu'ils ne pouvaient pas aider finalement la métropole et en plus les hôpitaux un peu plus lointains. Et ça, on le comprend tout à fait. Ça, c'est un premier élément. On a compris qu'on allait devoir refaire le même système que la première fois. Avec l'expérience en plus. Avec l'expérience en plus, mais clairement la fatigue, les problématiques finalement de gestion qui revenaient, mais qui donc nous ont quand même un petit peu angoissés. Mais les autres données qui ont changé la donne et qui rend la gestion de cette vague plus compliquée à mon sens, c'est que le confinement n'a pas été du même acabit, c'est-à-dire qu'il a été beaucoup plus tardif à être mis en place. Et on n'a pas eu le déclenchement des plans blancs et la déprogrammation aussi précocement et aussi fort que la première fois. Ce qui fait que l'épidémie a pu progresser un peu plus fortement que prévu. Pour moi, elle était plus forte et peut-être que si on avait confiné plus tôt, par l'interrogation, elle aurait été moins forte. Mais on avait une volonté nationale et globale de ne pas faire un confinement aussi fort et je peux comprendre. Il y a d'autres enjeux. Oui, il y a des enjeux sanitaires, bien sûr, mais il y a d'autres enjeux qui dépassent aussi le sanitaire. Et donc, c'est la matière à débat, mais les décisions ont été celles-là. Et puis, il y a eu la volonté, et ça qui est très noble, de ne pas faire perdre de chance à d'autres malades, comme lors de la première vague. Et donc, on n'a pas déprogrammé aussi massivement. On a continué à soigner les gens qui n'étaient pas atteints de Covid. On a continué à garder des flux propres ouverts. Et donc, ça veut dire qu'on avait moins de possibilités matérielles et humaines à proposer. Et donc, tout ça mélangé fait que notre gestion de la deuxième vague a été complètement, finalement, en tout cas, le ressenti a été différent. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir pris une pression très, très forte sur un laps de temps très court, alors que la première fois, on avait une pression qui était plus lancinante avec un temps plus long. Et donc, deux ressentis et deux, finalement, moyens de réagir qui ont été différents. Et donc, on a fait un retour d'expérience la première fois, on va en refaire un la deuxième. Et j'ai hâte de voir ce que vont dire tous les collègues, puisque comme je vous ai dit, au niveau managérial, on a quelques façons de travailler un peu différentes d'ailleurs. On essaie d'aller voir directement nos soignants, tous ceux qui travaillent avec nous, les administratifs également, dans le pôle ou hors du pôle, pour essayer d'avoir leur retour d'expérience, pour essayer de nous préparer soit la troisième, soit une future crise et nous améliorer le cas échéant. C'est vrai que la pathologie nous a aussi obligés à faire certaines concessions. Mais dans ces cas-là, il faut être innovant, il faut être malin. Il y a plein d'hôpitaux qui ont fait des choses et on en a fait aussi. Par exemple, on a les assistantes sociales, les secrétaires qui étaient donc mis en télétravail. Nous, on a préféré les garder, les utiliser pour faire, par exemple, le lien avec les familles. Oui. Donc, on a mis en place des tablettes et tout le lien avec les familles qu'on perdait
Et les échanges, on les a confiés à des gens qui n'étaient pas des soignants, donc des secrétaires, des assistantes sociales, qui nous ont aidés à faire finalement tout ce lien très très fort et prendre de leur temps pour aller informer les familles. On a eu, par exemple, aussi, on a eu l'aide des psychologues, donc du coup de psychiatrie, qui sont venus participer finalement au soutien de nos équipes. On a essayé de mettre l'accent sur la qualité de vie au travail. On a mis, par exemple, pour nos soignants qui perdaient vraiment aussi du temps pour penser à eux, parce que c'était quand même très, très lourd en charge de travail. On a essayé de mettre en place des séances de sport, de coiffure, de restauration, de sophrologie, pour qu'ils puissent avoir une qualité de vie au travail qui soit toujours au rendez-vous, même mieux qu'en temps normal, pour essayer de compenser ce défect. Ça a été vraiment bien, bien apprécié par les équipes, avec donc des choses qu'on a remis en place pour la deuxième vague et qui sont appréciables pour leur qualité de vie au sein du service. Alors, évidemment, les enjeux les plus importants, c'est la sécurité et la qualité. Donc, on a fait en sorte de bien soigner nos patients et de mettre les patients en sécurité avec le matériel adéquat. La sécurité de soignants et pour qu'ils soient bien protégés. Donc, c'était les enjeux les plus importants. Et donc, ça s'est plutôt bien passé. Derrière, on a pu parler de leur qualité de vie au sein de nos structures. Et pour les patients, on a mis le paquet sur la communication avec les familles et on a pu trouver des solutions pour le faire. On est assez satisfaits, même si évidemment, tout n'a pas été idéal, mais globalement, on est assez content et assez fiers de la réponse qu'on a pu faire pour notre région. On est donc le 24 novembre aujourd'hui. Le chef de l'État doit s'exprimer ce soir pour annoncer éventuellement des mesures de déconfinement progressif. Au niveau de Valenciennes et du centre hospitalier de Valenciennes, quel est le constat ? On est en phase de descente. La semaine dernière, on a remarqué une phase de plateau. On se rend compte qu'il y a moins de patients qui entrent aux urgences avec le Covid. Donc forcément un impact sur la réanimation avec une diminution des patients atteints du Covid en réanimation et une diminution des patients globaux en soins critiques et dans l'hôpital atteints du Covid. Donc clairement, on a l'évolution naturelle, je pense, de la pathologie épidémique, plus les effets juste avant donc, du couvre-feu et du confinement qui ont eu un impact avec le R0, vous savez, ce fameux R0 qui était un indicateur clé qui a pu être suffisamment bas pour nous aider. Donc, on est en phase de descente et on pense que voilà, ça va s'arrêter. Donc, on est assez satisfait. Par contre, clairement, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces moyens qu'on va libérer vont tout simplement être redéployés sur l'activité hivernale et l'activité programmée qui nous attend. Donc, on va devoir rebondir tout de suite sur... Il n'y a pas de repos. Et ça, c'est quand même la plus compliquée. On parlait beaucoup de management et c'est clair que nous, on s'est formé avec certains membres de mon équipe au management pour justement savoir ne pas faire attention qu'au médico-économique, mais savoir aussi parler des sciences humaines. Et clairement, on s'est rendu compte en parlant avec toutes nos équipes que le fait de ne pas savoir se projeter, de ne pas savoir faire des projets d'avenir, de ne pas savoir... penser que Covid et penser vague fait que ça a un impact fort sur l'état d'esprit des personnels. Et malheureusement, on doit avoir ces pensées-là parce que penser à une éventuelle reflambée parce qu'il faut toujours anticiper. Et donc, l'idée, c'est de préparer le retour à la normale, le retour à l'activité quand même, essayer de trouver des moyens de libérer du temps à gens pour qu'ils puissent se reposer. Il faut qu'on soit très, très, très bon là-dessus, puisque à une pression va suivre une autre pression, tout le retard accumulé sur les prises en charge et les pertes de chance éventuelles. Donc, ça, ce n'est pas simple à gérer. Ce sera le prochain combat. Je pense qu'on n'a pas besoin de toujours répéter les choses, parce que je pense que c'est ce qu'on est en train de faire un peu aujourd'hui, mais je pense qu'on n'a plus besoin de le faire. Les gens ont compris, ils sont intelligents, ils savent très bien que ces gestes-là, ils sont importants dans la transmission des microbes, on l'a toujours su. Et là, actuellement, c'est très important. Donc, il faut effectivement, je pense, encore un petit peu continuer à faire ces gestes-là. Mais ceux qui ne sont pas convaincus, ils ne le seront plus. Donc, on n'a plus d'intérêt à aller les chercher. Et puis, s'ils ont des arguments, on peut les entendre, leurs arguments. Moi, je pense que il faut, pour ceux qui sont convaincus, continuer, puisqu'au-delà du Covid, il y aura la grippe.
il y aura la gastro-entérite qu'on a tous les hivers. Et c'est intéressant, peut-être ne serait-ce que pour ces pathologies-là qui font des dégâts, parfois, ça peut être intéressant de continuer à avoir ces gestes-là au quotidien. Oui. Et on sait, par exemple, que dans l'hémisphère sud, ils ont eu la grippe là, avec l'hiver austral. A priori, grâce aux gestes barrières dans l'hémisphère sud et aux vaccins, pour ceux qui sont vaccinés, on a eu une grippe beaucoup moins intense que les années précédentes dans l'hiver austral. Donc, voilà, si ça peut être encourageant, si on peut s'éviter des épidémies autres que le Covid, les gestes barrières, c'est bien pour tout. Voilà, ça peut être utile pour tout le monde. Donc, ça peut être bénéfique. Donc, si vous êtes motivé et que vous trouvez ce geste-là intéressant, poursuivez. Et par exemple, je vous donne un chiffre. On a chez nous une baisse de 80% des chiffres de gastro actuellement par rapport à ce qu'on a eu l'an dernier. Donc, il se passe quelque chose grâce à ces gestes-là qui finalement intéressant. Certains experts évoquent même la troisième vague qui serait là plutôt les séquelles ou les répercussions sur la santé mentale. Donc, on n'est pas complètement sorti d'affaire. Et vous qui êtes chef de pôle entre des urgences, vous vous attendez de toute façon à une troisième, voire une quatrième vague. Notre rôle à nous, c'est d'être toujours dans l'anticipation. Donc, on s'attend toujours à un problème. Chaque matin, quand on vient avec Dr Maisonneuve, mon vice-chef de pôle et qui travaille chef de service des urgences, chaque matin, on est là pour régler un problème du jour, un problème qui a eu lieu la veille, un problème qui va avoir lieu la semaine prochaine. Et donc, notre rôle, dans nos fonctions, c'est d'anticiper et d'être prêt pour la prochaine fois et pas être près de court. Donc, on sera prêt pour une troisième. On n'ira pas de gaieté de cœur. Mais ce qui est sûr, le message que je veux faire passer, ce n'est pas un message de victimisation, comme on peut attendre parfois. Il y a des gens qui le font et je les comprends et je les entends et j'accepte leurs sensations. Mais à titre personnel, moi, ce que j'aurais voulu mettre en avant, c'est aussi cette force-là de réactivité, de réaction des soignants, leur courage. Et même si c'est difficile et qu'ils sont fatigués, ils vont faire le job. Ils ont fait le job et ils le referont encore, même si c'est avec des difficultés et même si on a l'impression qu'on mérite plus d'aide et plus de reconnaissance. Ça viendra, j'espère, et il le faudrait en tout cas. Mais quoi qu'il arrive, on fait ce métier-là pour certaines valeurs qu'on partage majoritairement chez les soignants. Vous avez l'occasion d'éprouver là. Ouais. Vraiment, ces valeurs-là, elles sont présentes et on fera le job. Voilà, on mettra les moyens qu'il faut, on fera le nécessaire pour sauver les gens, un maximum de patients. Et s'il y a une troisième, quatrième, on sera là. C'est l'occasion d'ailleurs de saluer et de rendre hommage à tous les médecins, tous les professionnels de santé, mais entre autres les médecins à diplôme étranger qui ont été largement mobilisés pour ces deux vagues. Fortement, on en a beaucoup dans le pôle, en réanimation, en anesthésie. On a beaucoup de médecins qui viennent de pays, notamment du Maghreb ou d'Afrique noire, tout récemment. Donc, on peut les saluer. Je sais qu'en région parisienne, ils sont très nombreux également. Mais il y en a un peu partout en France. Effectivement, on peut les saluer. Ça aurait été une toute autre gestion sans ces personnes-là. Vous êtes natif de Picardie, mais de grosses attaches avec le Maroc, le nord du Maroc. Quelles sont les nouvelles que vous avez de la situation sanitaire, entre autres au Maroc? Alors, j'en ai pas beaucoup. Parce que je contacte les gens à Ouarzazate parce qu'on a une coopération entre l'hôpital de Ouarzazate et l'hôpital de Valenciennes et ça a l'air d'être plutôt bien géré, une bonne gestion, mais avec finalement en dents de scie. Voilà, parfois ils trouvent des choses mal faites, parfois ils trouvent des choses plutôt bien faites. Ça a l'air d'être en dents de scie. Et il y a eu lors de la première vague, je pense, une très très bonne gestion. Je pense aussi parce qu'il y a eu du temps. L'épidémie étant arrivée au Maghreb un petit peu plus tardivement qu'en Europe, je pense qu'ils ont eu le temps de confiner, de mettre en place des choses qui ont été pour moi primordiales et qui ont fonctionné. Ça, ils ont fait un confinement très efficace et avec des gestes barrières et des mesures qui ont été d'ailleurs soulignées à l'international. Donc, ça a été très, 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 très bien géré pour ça.
c'était impératif, je pense, dans les pays du Maghreb où forcément la force de frappe hospitalière est un petit peu différente que celle qu'on a en Europe. Donc, il fallait mettre le paquet sur les gestes barrières et les confinements. Ils l'ont très bien fait. Après, je sais que il y a du Covid dans plusieurs hôpitaux marocains et que finalement, on arrive à... Il y a une forme de gestion des flux qui paraît plutôt correcte. Mais voilà, si on voit qu'il y a des hôpitaux français qui sont en difficulté, on peut très bien imaginer qu'on trouve les mêmes choses dans nos pays au Maghreb. On ne peut pas faire mieux que dans les pays européens constamment. Donc, vivement qu'on ait le vaccin. C'est ce que j'allais dire. Le vaccin, d'ailleurs, C'est votre efficace. avis, ouais. Ah oui, voilà, moi, je suis plutôt de nature cartésienne. Et je pense que si on fait un vaccin qui s'avère efficace et qui fait ses preuves scientifiquement, ben, on a un intérêt majeur pour les pays en particulier où la force de frappe secondaire en cas de problématique est moindre. Il vaut mieux y penser et puis le mettre en place. Alors, je pense qu'on a eu beaucoup de difficultés en France finalement à gérer ces deux vagues successives. Donc, le vaccin aura un rôle clé pour la France. Alors, je pense que pour le Maghreb aussi. Voilà, Oui. donc, Le Royaume du Maroc, d'ailleurs, s'est déjà positionné en annonçant qu'ils allaient utiliser le vaccin chinois. Alors, je n'ai oui, pas les détails, effectivement, mais… ils m'en ont parlé. Ah, ils ont été très, très proactifs, effectivement, avec, je crois, c'est Sinapharma qui a donc signé un contrat avec le Royaume du Maroc. Je crois qu'ils vont être, comme d'habitude, assez prudents et prendre les bonnes décisions si ils entendent le recul nécessaire, d'après le retour que j'ai eu par rapport à ce vaccin. La Chine a commencé avec des résultats qui sont plutôt intéressants. Donc, dès que ça sera acté, je pense qu'ils vont commencer à faire leurs organisations. En termes d'organisation, nos pays savent faire. C'est après, voilà, c'est les moyens surtout qu'on doit aller chercher. Donc, c'est ça qui est parfois plus difficile. Docteur Elbeki, merci beaucoup. Hein. Je suis toujours aussi bavarde, mais merci infiniment.